Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la communication végétale. Dans une précédente émission, nous avions parlé de la communication souterraine, ou comment les plantes et les arbres communiquent grâce aux racines. Aujourd'hui, nous verrons comment ils échangent entre eux et leur environnement, mais cette fois grâce à leurs parties aériennes, notamment les feuilles. Nous sommes près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, au domicile du président de Floraine, l'association des botanistes lorrains. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. François Vernier, bonjour. Bonjour Éric. François Vernier, nous étions rencontrés il y a peu de temps pour une première émission que nous avions alors réalisée dans les vergers autour de votre maison, mais il fait un peu froid aujourd'hui et pour cette seconde émission, eh bien, on va rester bien au chaud chez vous. Cette première émission portait sur la communication végétale souterraine, autrement dit la manière dont on a découvert, dont on découvre récemment que, en tout cas de façon plus pertinente, la manière dont les végétaux, les plantes, les arbres communiquent grâce à leurs racines sous la terre. Mais les végétaux, encore une fois, les plantes, les arbres, communiquent aussi par leur partie aérienne, les tiges et les feuilles. Oui, tout à fait. Je crois que la découverte a été fortuite, mais elle a été due justement... C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, oui. Et c'est en Afrique du Sud que dans un ranch, on a découvert des koudous, donc des antilopes, qui étaient donc bien sûr élevées en semi-liberté et qui mouraient et d'une façon totalement inexpliquée. Mmh. Et là, bon, bien sûr... il y a eu des autopsies, il y a eu des tas de questions. Les autopsies, on voyait que le ventre était plein. Et malgré tout, ces antilopes mouraient en quelque sorte de faim. Alors l'analyse des végétaux qui étaient donc dans l'estomac ont montré qu'elles étaient très chargées en tanins toxiques et qui rendaient indigestibles donc ces feuilles et ces rameaux. Le tanin, rappelez-nous, François Vernier. Le tanin, c'est ce qu'on trouve notamment dans l'écorce du chêne. C'est donc un produit quand même qui est très, très amer et qui fait que ces koudous, bien sûr, une fois qu'ils mangeaient ces feuilles qui étaient chargées en tanin, les évitaient. Mais l'inconvénient, c'est que les petits copains à côté avaient aussi cette charge en tanin. Alors, donc, l'estomac des koudous morts était plein de feuilles. Oui. Donc, elles avaient à manger. Pourtant, elles mouraient de faim, ou un peu comme si elles mouraient de faim. Et là, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Eh bien, on s'est dit qu'on se posait pas mal de questions. Et là, un professeur de l'université de Pretoria, enfin du centre de gestion de la vie sauvage de Pretoria, a eu l'idée de massacrer en quelque sorte des acacias. Ce sont des acacias là-bas, et donc d'analyser un peu ce qui se passait. L'acacia qu'on trouve aussi chez nous, ou le véritable acacia et non pas le faux robinier. Oui, chez nous, on a du faux acacia, le robinier faux acacia, qui n'a pas grand-chose à voir, si on veut. Là, on est dans l'acacia, je dirais des pays tropicaux. Donc, des feuilles qui ressemblent un petit peu au robinier, mais qui sont quand même bien différentes, et les fleurs Cette histoire se passe en quelle année, François Vernier ? C'est dans les années 1980. Et dans ces années 80, donc, ce professeur, Wouter van Hoven, a dit à ses étudiants, on va faire du massacre, en quelque sorte, et on va analyser ce qui se passe.
Et donc, il a analysé ce qui se passait. Effectivement. Le massacre, on le répète, ce n'était pas les antilopes, les koudous, mais non, bien pas du tout. les C'est acacias. les massacres des acacias. Et donc, il a pu voir que il y avait une augmentation de la charge en tanin. Bon, il y a toujours du tanin dans les feuilles, mais à un niveau tout à fait acceptable pour donc ces koudous. Là, au contraire, ça augmentait 2 à 3 fois la charge, et donc ça les rendait totalement indigestibles. Et ce qui fait que ces koudous, en quelque sorte, mouraient de faim. Mhm. Donc c'était quand même important. Et il a analysé aussi des arbres à côté. Il s'est aperçu qu'en même temps, ces acacias qui étaient à côté donc des arbres massacrés avaient aussi une augmentation des tanins. Alors, ce qui fait que les koudous qui étaient dans cet élevage, quand ils allaient chercher un autre acacia pour le manger, ils avaient exactement les mêmes problèmes. Donc c'est tout ce problème de tanin qui rendait indigestibles ces feuilles et ces rameaux, qui faisait que ces koudous, en fin de compte, mouraient de faim. Alors ça, c'est une première étape du constat, François Vernier. Déjà, ce professeur, comment en vient-il à l'idée, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je vous pose la question, comment en vient-il à l'idée d'imaginer que le phénomène est peut-être lié aux acacias? Il a vu, de toute façon, dans les autopsies, que là, il y avait des feuilles qui étaient très chargées en tanin. Et il s'est dit, effectivement, il y a peut-être un problème déjà de réponse de l'arbre par rapport à l'abrutissement de cet arbre. Néanmoins, pour émettre cette hypothèse, François Vernier, il fallait, à mon avis, à l'époque, avoir de l'imagination, non? Un peu d'imagination, oui, d'observation, certainement. Et puis après, essayer de reconstituer ce que faisaient les koudous. Ces acacias émettaient de l'éthylène, et ce qui fait que ça alertait en quelque sorte les autres acacias qui eux-mêmes se chargeaient en tanin et donc devenaient aussi immangeables pour le koudou. François Vernier, je résume, vous allez me dire si j'ai bien compris cette histoire qui se passe donc dans les années 80 en Afrique du Sud. On a des koudous, donc des espèces d'antilopes, une espèce d'antilope qui broutent des acacias sauvages. Oui, tout à fait. Et qui en meurt. Et qui en meurt. Et voilà. Donc, le fameux professeur que vous évoquiez découvre que lorsque ces acacias se font brouter par ces fameux koudous, eh bien, ils émettent une substance, de l'éthylène, qui alerte les autres acacias qui sont aux alentours, qui eux-mêmes se chargent encore plus en tanin pour tuer les koudous. Tout à fait. C'est tout ce système qui fait que les koudous ne pouvaient plus manger d'acacia, de rameaux. Donc ça veut dire, François Vernier, que les végétaux se passent le message. Exactement. Là, on a la preuve que les végétaux transmettent des messages. Et donc, ces messages ont une réponse, effectivement. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. Et le récepteur, quand il entend le message, réagit en fonction de l'attaque, ici, des koudous. Comment est reçu par la communauté scientifique d'abord, et puis peut-être par l'opinion publique? Je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens soient parfaitement informés du système de communication de l'acacia. On verra d'ailleurs qu'il y a d'autres phénomènes tout à fait similaires, et probablement peut-être que les plantes ici dans votre maison, François Vernier, puisque nous sommes chez vous, communiquent à l'instant où nous-mêmes enregistrons cette émission. On n'en sait peut-être pour rien. Comment cette information est perçue par la communauté scientifique au moment où on la découvre? Je ne sais pas trop si la communauté scientifique est très réceptive à ce genre de message. C'est bien dommage pour le coup. D'autant plus qu'on voit que c'est seulement maintenant que les chercheurs sont en train de travailler justement sur cet éthylène, sur différents composés volatiles, organiques volatiles, les COV, comme on en parle. C'est seulement maintenant qu'on prend conscience qu'il y a, fin de compte, des messages qui se transmettent de manière aérienne par ces composés organiques volatiles. Alors, ça vient évidemment compléter ce que vous nous expliquiez lors de la précédente émission, François Vernier, où les plantes, là, on découvre une communication aérienne, mais
vous nous avez également expliqué que les plantes communiquent par leurs racines, à travers notamment, là aussi, les substances qu'elles émettent à travers leurs racines et à une vitesse beaucoup plus lente, puisqu'on est sous la terre, mais tout ça forme un ensemble. C'est pas je communique par le bas et je communique par le haut, c'est finalement l'ensemble du végétal qui communique avec son environnement. Tout à fait, il prend toutes les voies de communication nécessaires pour justement pouvoir survivre, pouvoir répondre à des attaques et pouvoir aussi faire vivre, comme on l'a vu donc dans la précédente émission, des jeunes semis qui n'ont pratiquement pas de lumière pour vivre. Donc il y a tout cet ensemble qui leur permet justement de survivre, d'évoluer aussi. Alors c'est évidemment une perception totalement nouvelle, novatrice du monde végétal. On se souvient aussi des débats sur la sensibilité animale. Et évidemment, la question qu'on a envie de poser tout de suite à un botaniste comme vous, François Bernier, est-ce que ça ouvre la porte, je ne sais pas si le terme est probablement un peu fort, mais à une forme d'intelligence végétale? Bien, il faut se poser la question, effectivement, ou trouver le terme qu'il faut pour définir ces relations, ces comportements, en fin de compte, du végétal vis-à-vis de l'environnement. Ça, c'est quand même relativement important. Et on le verra, donc à la fin de l'émission, j'en parlerai. Il y a quand même des tas d'études maintenant qui sont lancées, mais qui sont très récentes, en fin de compte. Là, on est dans les années 80 avec nos koudous, et c'est seulement maintenant, dans les années 2010 2015, que l'on a commencé à travailler, je dirais, ces relations, donc soit souterraines, soit aériennes, au niveau des végétaux. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage. Le lion est mort ce soir. L'indomptable, le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir.
la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Merci pour le café. Nous sommes toujours avec vous et chez vous, François Vernier, président de l'association des botanistes lorrains, Floraine, pour évoquer cette fois, après avoir traité dans une précédente émission de la communication racinaire, la manière dont les végétaux communiquent par leurs racines, cette fois-ci la communication aérienne, la manière dont les végétaux communiquent cette fois-ci par leurs tiges, leurs feuilles. Et on vient de voir cette extraordinaire et cette histoire extraordinaire des koudous qui broutent de l'acacia en Afrique du Sud et qui, ces 10 acacias, en réponse, pour alerter leurs congénères autour d'eux, eh bien, émettent de l'éthylène qui permet aux autres plantes de se charger en tanins et d'être ainsi éviter d'être ainsi attaquées par les koudous. Une autre histoire que vous avez baptisée, François Vernier, une forme de fable qui pourrait s'appeler la fable de La Fontaine, une fable qui pourrait s'appeler le tabac, le sphinx et l'abeille. Oui, alors le tabac, c'est un tabac qui est un tabac naturel et ça se passe en Amérique. Le sphinx, c'est un petit papillon. Un papillon, on connaît le sphinx tête de mort qui est très connu, même je dirais visuellement. Donc c'est dans cette famille de papillons. Et l'abeille, entre guillemets, l'abeille, c'est ce qu'on appelle un niche-nemon, c'est-à-dire un insecte qui a une grande trompe qui permet, à l'arrière de cette bête, qui permet de pondre. C'est pas forcément l'abeille mellifère qu'on connaît chez nous. Oui, une autre espèce. C'est encore une autre espèce. C'est pas une abeille mellifère, effectivement. Alors, ce petit papillon pond sur le tabac. Bien sûr, la chenille apparaît au bout d'un certain temps, et cette chenille est attaquée par justement cette abeille, si on peut dire, qui vient pondre sur la chenille. Et venant pondre sur la chenille, elle parasite et paralyse cette chenille. Donc la chenille, en fin de compte, n'arrive plus tellement à manger le tabac et le tabac est sauvé. Alors pourquoi cet insecte vient pondre justement sur la chenille? Donc c'est une espèce d'allié du tabac, en somme. C'est vrai que c'est une sorte d'allié dont on se sert maintenant en lutte biologique d'ailleurs. C'est que la chenille, en broutant donc le tabac, avec sa salive mêlée à l'éthylène, fameux éthylène qui est donc aussi produit par le tabac, émet donc un produit qui attire cette abeille. Et cette abeille, bien sûr, vient pondre sur la chenille. Donc le tabac, attaqué par la chenille du sphinx, appelle les abeilles en disant « Au secours, j'ai besoin de vous, venez pondre dans les chenilles du sphinx parce qu'il est en train de me tuer. » C'est ça le message. Voilà, en gros, c'est ce message de défense en quelque sorte. Et là, on n'est plus, je dirais, comme avec les koudous, avec une feuille qui charge en tanin et qui permet justement à ce que la feuille ne soit plus mangée par le koudou. Là, la chenille continue à brouter, mais avec sa salive engendre un produit qui est volatile aussi et qui attire cette abeille qui vient pondre sur cette chenille, qui vient pondre. Et puis, bien sûr, je dirais que les larves de cette abeille vont manger en quelque sorte la chenille, enfin vont les manger, et va se servir justement de cette chenille pour pouvoir grossir et pouvoir devenir adulte. François Vernier, on peut se demander pourquoi nos jeunes passent autant de temps sur leurs jeux alors que la botanique est 1000 fois plus passionnante. Parce que des histoires comme ça, il y en a beaucoup d'autres. Vous le disiez à l'instant, on commence seulement aujourd'hui, d'une part, à accepter même l'idée d'une communication végétale, mais aussi à découvrir toutes les interactions. J'aimerais que vous nous racontiez également l'histoire des orchidées et des bourdons. Ah oui, ça c'est quand même relativement intéressant, puisque les orchidées, certaines espèces d'orchidées qu'on appelle les ophrys, qu'on trouve ici, qu'on trouve dans les pelouses. Il y a l'ophrys abeille, il y a l'ophrys bourdon, et l'ophrys araignée, tous ces ophrys donc ont des noms effectivement d'insectes. Et on parle bien des orchidées sauvages. Et on parle d'orchidées sauvages et non pas des orchidées telles que je peux avoir ici, dans la maison.
Non, ce sont bien des orchidées sauvages. C'est bien sûr beaucoup plus petit que les orchidées horticoles, mais c'est tout aussi joli quand on se penche dessus. Et alors, ces ophrys ont ce qu'on appelle un labelle, c'est-à-dire le pétale ou un tépale exactement, parce que bon, on ne fait pas la reconnaissance entre pétale et sépale sur les orchidées, mais toujours est-il que bon, ce tépale s'est transformé je dirais, en un corps d'abeille, si on veut dire, ou un corps d'insecte, ressemble tout à fait à l'insecte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle ophrys abeilles, ophrys abeille, ophrys bourdon, ou frelon, ophrys araignée pour certains et d'autres. Hein. Et donc, ce labelle ressemble tout à fait au corps de l'insecte qu'il veut attirer. Alors, il ressemble à telle fin que même au niveau des poils, il y a donc un mimétisme par rapport aux poils. Il y a un mimétisme aussi au niveau des phéromones, c'est-à-dire des produits donc qui sont des attirants sexuels. Et donc, cet ophrys émet des phéromones identiques aux phéromones femelles donc de l'insecte. Elle évite vraiment l'insecte aussi bien dans l'odeur que dans l'apparence. Tout à fait. Et donc, ce qui fait que l'insecte vient et croit pouvoir copuler avec l'insecte femelle. Oui, parce que c'est un insecte, il est quand même pas très fut-fut. Hein. Ah, il n'est pas fut. Il a pourtant des yeux qui sont formidables, puisque ses Comme yeux quoi, sont multiples et il peut voir dans tous les sens. Hein, c'est des milliers d'yeux, en quelque sorte, qu'il a. Et malgré tout... On sait bien, François Vernier, que l'amour rend aveugle. L'amour rend certainement aveugle, encore plus pour ces insectes. Donc, puisque là, bon, avec voilà. Des milieux d'yeux, il n'arrive pas à distinguer que ce n'est pas une femelle. Et donc là, il va essayer de copuler. Et en copulant, il va se charger, en fin de compte, du pollen qui lui tombe sur le dos. Et en plus, comme il a récupéré aussi du pollen sur le voisin, il va... donc donner en quelque sorte le pollen à la plante, ce qui fait qu'on a une fécondation croisée qui est assurée pour ces... Et en plus, il a la mémoire courte. Et à peine il vient de se faire piéger qu'il recommence sur l'orchis voisine. Il n'arrête pas, il n'arrête pas jusqu'au moment où il tombe vraiment sur une femelle. Et là, il est épuisé. François Vernier... cette histoire des orchidées, alors des ophrys en particulier, elle remet en question finalement la limite que l'on croyait infranchissable entre le règne végétal et le règne animal, entre les plantes et les animaux. Là, on s'aperçoit qu'une plante imite le comportement et les attitudes d'un insecte et se sert de lui pour sa propre fécondation, en tout cas sa propre dissémination. Là aussi, ça interpelle les scientifiques. Tout à fait, parce que bon, pourquoi la plante s'est vraiment adaptée en quelque sorte à ses exigences de reproduction. Comment elle a réussi à s'adapter, là, on n'en sait encore pas grand-chose. C'est-à-dire que, bon, pourquoi un label d'ophrys ressemble fort à un label d'un insecte, ça, c'est pas encore résolu. D'autant que je crois savoir, vous allez me dire si je me trompe, François Vernier, que dans certaines situations, ou en tout cas pour certaines espèces, les bourdons, chargés précisément d'être piégés par ces fameuses orchidées, ces ophrys, naissent quelques jours avant les femelles. Ils sont donc là à rien faire et à attendre que les femelles apparaissent. Donc il faut bien qu'ils s'occupent. Et voilà, et c'est là à ce moment-là. Donc presque élément d'adaptation supplémentaire de la part de ces végétaux. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une adaptation. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore dans les années à venir? Vous disiez, François Vernier, que ces découvertes sont très récentes, que c'est seulement maintenant que l'on commence à les étudier. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans les années à venir? Alors ça, je ne pourrais pas le dire, je ne suis pas devin, mais il y a certainement des choses que l'on va découvrir et qui sont dues justement à ces composants organiques volatiles qui se trimballent un peu partout dans l'atmosphère et qui font réagir des plantes de telle et telle façon. Alors, on a encore pas mal de questions à ce niveau-là. Ça, c'est très clair. On peut faire aussi un parallèle, François Vernier, avec les animaux. On commence à voir aujourd'hui des problématiques de bien-être animal, de droit des animaux même. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces découvertes, ces approches nouvelles, quasi sensibles aussi peut-être sur les végétaux, sans faire de sensiblerie, mais simplement que ces découvertes vont peut-être modifier notre rapport aux végétaux?
Oh, très certainement, on va s'apercevoir que les végétaux, en fin de compte, sont sensibles à certaines malveillances, par exemple. Et donc, il va falloir peut-être réviser un petit peu comme on l'a fait pour les animaux. Hein, ça, Et aussi pour clair. les humains à une certaine Pour les époque. humains, ce serait la première chose à faire, effectivement. Durablement vôtre, Éric Mutschler. François Vernier, président de l'Association des botanistes lorrains Florennes, pour parler avec vous aujourd'hui de la communication végétale, cette fois-ci par les voies aériennes, les tiges, les feuilles. Nous avons vu dans une précédente émission la communication souterraine, et puis alors ces histoires, on disait, extraordinaires, en Afrique du Sud, des acacias qui se défendent en émettant de l'éthylène, ou bien cette histoire que vous venez de nous raconter de l'abeille qui vient au secours du tabac attaqué par une chenille de sphinx. On a peut-être tous lu, ou pas encore, ou bien bientôt, le livre qui un véritable best-seller de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, paru aux éditions Les Arènes en 2015. J'imagine, François Vernier, qu'en qualité de président des botanistes lorrains, vous l'avez évidemment lu, ce livre. Oui, tout à fait, je l'ai lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé aujourd'hui ? Je pense que c'est quand même relativement formidable parce que Peter Wohlleben, qui est donc ingénieur forestier, a beaucoup observé la forêt et s'est aperçu qu'il y avait des tas de liens. Les arbres les uns avec les autres ont des liens quand même relativement forts et qui expliquent un certain nombre de choses. Exemple, donc on a des souches de résineux qui continuent à pousser, à faire des bourrelets, alors que, je dirais, il n'y a pas de feuilles, donc ce qui veut dire qu'on leur a coupé en quelque sorte l'estomac et les poumons. Et malgré tout, cet arbre continue à pousser pendant des années. Et ça, moi, j'avais donc l'occasion de le voir dans une division dans laquelle j'ai travaillé à Lunéville-Badonvillers, où les résineux, effectivement, faisaient ces bourrelets. D'ailleurs, c'était très prisé par les bûcherons qui les coupaient pour faire des pots de fleurs, etc. Donc, là, je me suis toujours posé la question, et Peter Wohlleben, avec des raisonnements vraiment scientifiques et des études qui ont été faites, a démontré effectivement que ces arbres qui étaient coupés dans des forêts relativement anciennes, souvent, ont des liens avec les arbres voisins. Ça veut dire, François Vernier, que la vision que l'on peut avoir de la forêt, par exemple, que l'on pourrait considérer à ce moment-là simplement comme une juxtaposition de végétaux, d'individus, en réalité forme une véritable communauté. Ah, tout à fait. Ils vivent en parfaite communauté. Donc, en plus, il y a de l'entraide entre eux.
Et ça, c'est quand même formidable. Alors ça, il faut que C'est- vous expliquiez c'est- l'entraide des arbres en forêt, François Vernier. C'est Oui. forcément intriguant. Alors, c'est intriguant, oui, mais quand on regarde bien la forêt, quand on a fait de la sylviculture, enfin de la vraie sylviculture, si on peut dire, comme j'en ai fait, on peut s'apercevoir que les arbres qui sont sous un couvert quand même relativement dense et avec peu de lumière, donc les jeunes arbres, continuent à pousser. Et cela, bon, c'est un peu l'énigme, je dirais, par rapport à ce que j'avais étudié quand j'étais à l'école forestière, à savoir que pour faire pousser un arbre, pour faire pousser un végétal, il faut obligatoirement de la lumière. La lumière qui sert justement à la photosynthèse, à la photosynthèse chlorophyllienne. Donc la chlorophylle ne peut travailler qu'avec la lumière. Du soleil. Hein. Donc ça, c'est un point important. Alors quand on a 1 à 3% de lumière au niveau du sol et qu'on voit que malgré tout, il y a des semis qui sont encore bien verts, on se pose des questions. Et là, effectivement, il y a des expériences qui ont été faites, notamment aux États-Unis, à Vancouver. Il y a même des chercheurs français qui ont travaillé un peu là-dessus et qui s'aperçoivent que ces semis sont en lien direct avec ce qu'on appelle des arbres mères, c'est-à-dire les gros, des grands Une arbres. forme de pouponnière, quoi. Ça fait vraiment pouponnière, c'est-à-dire que c'est vraiment l'arbre mère qui va nourrir ses petits, comme, je dirais, la poule nourrit ses poussins. Ces poussins. François Bernier, en même temps, en vous écoutant, on s'aperçoit que finalement, si les végétaux forment des communautés, déjà au sein d'une même espèce, on peut bien sûr imaginer que ces mêmes végétaux, il n'y a plus de limite. Après, je veux dire, dans l'imaginaire, on peut bien sûr, probablement sans trop se tromper, même s'il n'y a pas forcément encore d'études scientifiques là-dessus, mais elles vont probablement entériner cette vision des choses. Probablement des espèces végétales entre elles communiquent-elles, mais aussi bien sûr avec, pourquoi pas, les animaux et les insectes, etc. Et que finalement, on change complètement notre point de vue, où on passe finalement d'une vision très cartésienne qui nous a dominés jusqu'à présent. On revient quelque part à une approche plutôt philosophique qui nous renvoie violemment et brutalement à ces sociétés ancestrales dont on connaît encore aujourd'hui à travers le monde quelques exemplaires, quelques survivants. Je pense par exemple aux Indiens, pour faire le plus court, mais qui avaient déjà cette approche intuitive, je dirais sensorielle, émotionnelle, qui est en totale contradiction avec notre monde actuel. Ah, tout à fait, tout à fait. Je crois que, par exemple, les Japonais donc font maintenant des séances en forêt avec, je dirais, La sylvothérapie. Voilà, la sylvothérapie, qui permet justement à ces Japonais qui sont super stressés de se déstresser en forêt et d'y trouver quand même du bien-être. À condition que les catastrophes nucléaires leur en laissent quelques-unes de forêt. Voilà, oui, ça c'est tout le problème. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que non seulement les forêts, enfin les végétaux ont une relation avec d'autres êtres vivants, que ce soit leurs congénères ou que ce soit le monde animal, mais il y a aussi une relation par rapport à l'atmosphère, à savoir que ces arbres, par exemple, on savait que au niveau des forêts, on avait des précipitations qui étaient beaucoup plus importantes que hors forêt. Et ça, on commence à l'expliquer. Il y a des recherches qui ont été faites, et ce sont ces composés organiques volatiles qui font que, dès le moment où il y a un manque d'eau en forêt, il y a ces composés qui vont, en fin de compte, charger l'atmosphère et vont permettre les précipitations. Ça appelle les précipitations. Et ça, c'est quand même relativement nouveau parce que, l'histoire des forêts qui sont plus arrosées que les champs ouverts ou que ce soit, on le savait. On savait, je dirais, scientifiquement, on savait qu'au-dessus de la forêt de haies, il tombait plus d'eau qu'à Nancy. Oui. Ça, c'est très clair. Mais on ne savait pas pourquoi. Or là, ça y est, on a commencé à comprendre le système qui fait que on a plus de précipitations au niveau des forêts. Et ça, c'est quand même... Est-ce que ce genre d'approche, François Vernier, aurait pu émerger il y a encore 10, 15, 20 ans, justement au moment où on est en plein dans cette vision que j'évoquais tout à l'heure, cartésienne de production productiviste. Aujourd'hui, avec ce que vous nous dites sur la communication végétale, et je rappelle que nous ne sommes pas avec un farfelu, mais nous sommes avec le président de l'association des botanistes lorrains, on ne peut plus sérieux. Est-ce que vous pensez que cette approche-là aurait
pu émerger? Est-ce que vous pensez que le livre que nous venons de citer de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, aurait pu avoir le succès qu'il rencontre aujourd'hui, il y a 20, 30, 40 ans? Bah, peut-être pas, effectivement. Ça aurait été peut-être un peu trop tôt pour faire ce livre, qui maintenant, effectivement, est un best-seller. Il a été vendu quand même à plus de 700 000 exemplaires maintenant, ce qui est absolument formidable pour un livre. Rappelez quand même que c'est un livre que ça utilise du papier fabriqué à base de cellulose, donc à base de forêt. Oui, tout à fait. On ne sait pas ce que les arbres qui ont servi à faire ce livre Oui, en c'est pensent. ça. Bon, on est un peu dans un paradoxe, si on peut dire, mais toujours est-il que ce livre apporte quand même énormément de choses et de réflexions sur ce qu'est la forêt, ce qu'est en fin de compte un végétal, et que ce végétal, il est peut-être pas si loin en fin de compte que le monde animal. Hein, bon, on voit aussi qu'il y a le règne, on en a parlé, le Dans règne une précédente fongique, émission. les champignons qui ont été quand même reclassés, je dirais, en 1969, seulement en 1969. Donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même dans la biologie énormément de choses qui sont en train d'avancer et qui sont en train justement d'expliquer des phénomènes qu'on ne soupçonnait pas. Et de bouleverser notre rapport au monde. Oui. On connaît aujourd'hui les 4 dimensions, le temps, les 3 dimensions de l'espace. Certains scientifiques qui estiment qu'il y en a beaucoup plus. On parle de 11, 12, 13 dimensions. On a pas du mal à les suivre, ces scientifiques, on sait bien. Est-ce qu'on ne serait pas là, François Bernier, peut-être en train de changer de dimension? Oui, et je crois qu'il y a une chose aussi qu'on oublie beaucoup, c'est la philosophie. Et je trouve que les scientifiques ne sont pas assez proches des philosophes. Et ça permettrait d'avoir, je pense, des grandes ouvertures, déjà de l'ouverture d'esprit, parce que souvent, on voit des scientifiques qui sont bloqués, je dirais, au niveau de leur spécialité et qui n'avancent pas comme il faudrait peut-être. C'est que s'il y avait une vision, je dirais, supérieure, qui permettrait justement de mieux appréhender tous ces phénomènes et de les synthétiser, et de voir un petit peu, en fin de compte, ce qu'on peut en tirer, on parlerait peut-être un peu mieux aujourd'hui et on ne serait plus dans la production productiviste. Vous n'êtes pas sur une station de radio métaphysique, vous écoutez Durablement Vôtre.
François Vernier, nous évoquons avec vous aujourd'hui la communication végétale, aérienne, la manière dont les végétaux communiquent entre eux et avec leur environnement, après avoir vu la manière dont ils le font également sous terre avec leurs racines. Je tiens quand même à rappeler, François Vernier, que vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous étiez ingénieur forestier, responsable territorial des aménagements forestiers et des fonctions sociales de la forêt à l'Office national des forêts. Vous êtes aujourd'hui président de l'association des botanistes lorrains, Floren, sérieux, voilà, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des découvertes scientifiques. François Vernier, aujourd'hui, Floren, on a parlé avec vous, vous nous avez expliqué cette communication végétale, ce n'est évidemment pas uniquement votre préoccupation, parce que Floren, aujourd'hui, mène un nombre incroyable d'actions en faveur de la botanique, notamment en Lorraine, mais vous êtes également en lien, bien sûr, avec d'autres sociétés savantes partout en France et peut-être dans le monde. Oui, Floren, effectivement, a développé un certain nombre d'actions. Une des plus importantes, certainement, est celle contre les renouées invasives et pour laquelle on est en lien avec l'ENSAIA. Alors, attendez, François Vernier. Renouée invasive, ENSAIA. Oui. Trois mots qu'il nous faut expliquer. Alors, renouées invasives. Et renouées, ce sont des plantes qui nous viennent d'Asie, notamment du Japon, de l'île de Sakhalin, et qui donc sont, je dirais, embêtantes pour d'autres plantes, puisque quand elles sont très bien au Japon, mais quand elles arrivent chez nous, elles ont un comportement un peu... Un comportement de conquérant. Voilà, c'est ça. Si on peut dire. Que ce soit de la Voilà. kilomètre, quoi. Hein. Et donc, ça fait déjà maintenant 6 ans que la commune de Laxou, en la personne de Laurence Vizère, nous a demandé de travailler sur ces plantes invasives. Parce que, en 2 mots, François Vernier, le problème que pose la présence de ces plantes invasives, on a d'ailleurs la même problématique avec d'autres végétaux, mais aussi avec d'autres animaux, hein, par exemple. Alors, la problématique, c'est qu'en fin de compte, ces plantes prennent, je dirais, le pas sur les plantes autochtones Locales, et les éliminent. Donc, ça pose quand même problème. Alors, que fait la commune et que fait Floren, précisément, contre ces plantes invasives? La première chose qu'on a faite, c'est de faire une cartographie des plantes sur la commune de Laxou. Et puis, on a commencé à travailler sur les spots de renouée qu'il y avait à traiter. Donc, on a mis des pancartes. Et ces pancartes... C'est quoi, François Vernier? Un spot? Un spot, c'est une petite partie où il y a ces renouées qui sont quand même assez importantes et qui, justement, prennent le terrain à la place d'autres plantes. Là aussi, une démarche très réfléchie, très rationnelle, voilà. Très scientifique. Et donc, première chose à faire, c'est d'essayer d'éliminer. Donc, on a pris plusieurs protocoles, on a essayé et on a mis des pancartes. Et ces pancartes ont été vues par des professeurs de l'ENSAIA, donc l'École nationale des sciences agronomiques et de l'industrie agroalimentaire. Grande école nationale. À Nancy, donc, et à Vendeuvre. Hein. Et donc, ce professeur est venu nous voir et puis nous a dit ça nous intéresserait de travailler avec les étudiants. C'était Sylvain Lerche qui est venu nous voir, mais Yves Leroux a travaillé avec nous. Après, une fois qu'on a engagé cette affaire avec la fameuse ENSAIA. Et puis, il y a les Amis de la Chèvre Lorraine qui sont venus, bien sûr, puisqu'il y avait donc le président qui est Stéphanie Orians, qui travaille aussi à l'ENSAIA. Et puis, Noremat, donc une entreprise de travaux, qui fait des engins pour les travaux publics et notamment pour la fauche des bords de route. Grosse entreprise. Grosse entreprise. Et donc, Vendeuvre est venu aussi. Et donc, on est en train de créer, là, c'est sous-jacent, il y a dans quelques jours, je pense, il y a Spigest, Spigest, c'est Synergie Plantes Invasives du Grand Est, qui va naître, avec Floren, ENSAIA, Amis de la Chèvre Lorraine. Et tout ça, évidemment, j'imagine que va profiter aussi ensuite à d'autres endroits en France, peut-être dans le monde, sur la manière de gérer les plantes invasives. François Vernier, 2 mots encore sur les nombreuses sorties que vous réalisez, peut-être aussi les publications de Floren. Donc, oui, tous les mois, on fait des sorties. Donc, c'est sur le site. Voilà. Ensuite, on ferait des conférences en hiver. Et puis, on travaille également sur l'Atlas. On est en train de travailler aussi sur le guide des randonnées et de Pays de Saint-Dié, qui sortira vers le mois de septembre, certainement, pour le livre sur l'Atlas. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur?
président de l'Association des botanistes lorrains, Florène, après cette émission sur la communication végétale aérienne des plantes. Un univers fascinant qui s'ouvre à nous. Évidemment, les plantes sont un peu souvent maltraitées, c'est peu de le dire, dans notre univers très cartésien, très productiviste, mais vous avez choisi à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Oui, tout à fait. D'abord, un coup de cœur, bon, c'est notamment pour Notre-Dame-des-Landes, puisque là, ça faisait quand même de nombreuses années que l'on parlait de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, effectivement, la décision a été, bon, je dirais sage, c'est d'abandonner ce projet qui devait faire disparaître environ 2000 hectares de zones humides. Est-ce qu'on doit cette décision sage, François Vernier, selon vous, à la virulence et la ténacité des zadistes? En grande partie, je pense. Je pense aussi au CNPN, c'est-à-dire au Conseil national de la protection de la nature, qui avait émis un avis défavorable déjà depuis quelques années. Et cet avis défavorable n'avait pas été tenu compte, il n'en avait pas été tenu compte par le gouvernement. Et donc là, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont influé, je pense, notamment les coûts aussi, parce que nous sommes dans l'économie. En même temps, François Vernier, Nicolas Hulot, Elisabeth Borne, elle, ministre du Transport, et Nicolas Hulot, pardon, évidemment, ministre de la Transition écologique et solidaire, viennent d'annoncer qu'ils ne tiendraient pas compte du fameux avis, lui aussi très défavorable, du Conseil national pour la protection de la nature concernant le grand contournement ouest. Alors évidemment, les impacts en termes de surface sont pas forcément les mêmes, néanmoins, un impact très négatif sur la biodiversité. Deux poids, deux mesures. J'ai l'impression que là, on joue en politique en fonction des liens entre les uns et les autres. C'est pas très bon. On ne réagit pas en politique, je dirais, de manière souvent rationnelle. C'est ça un peu le problème. Parce que, bon, effectivement, on pouvait s'attendre qu'après Notre-Dame-des-Landes, on abandonne un projet qui est le grand contournement ouest. Qui va à contresens de l'histoire. Voilà, c'est un contresens de l'histoire. En plus, on ne prend pas les moyens, justement, pour essayer de réguler les flux de trafic. Ça, alors, on a presque déjà entamé un coup de gueule, là, François Vernier. Oui. Mais vous en avez un autre. J'en ai un autre, le coup de gueule, je dirais dont j'ai appris effectivement les effets ce matin en regardant un petit peu un site qui parle de la forêt et où on a un document qui ressemble à de la propagande pour, en fin de compte, faire accepter au public, je dirais, les coupes que l'on fait actuellement en forêt. Ces coupes qui sont des coupes souvent assez importantes, même voire très importantes, des surfaces de plusieurs dizaines d'hectares de coupes rases, et après on replante ou on attend que ça repousse. Il y a aussi, je dirais, un gros problème dans le bois de feu, enfin le bois énergie, ce qu'on appelle le bois énergie, où là on coupe carrément des arbres que l'on empile au bord des routes. Et là, j'ai pu le voir en Lorraine, il y a des tas d'arbres qui sont stockés depuis 2 à 3 ans et qui ne disparaissent pas. Alors que lorsque j'étais encore en fonction à l'Office national des forêts, on avait rédigé avec un collègue une instruction qu'on a fait signer au directeur territorial et qui disait que tous les bois inférieurs à 7 cm devaient rester sur coupe. Or là, on coupe les arbres, on ne les ébranche plus, on les tire carrément dans les chemins, quitte à esquinter d'ailleurs les chemins. Ça fait un mal extraordinaire à toutes les infrastructures. On les coupe même en sève, on les coupe n'importe quand, et on les entasse en attendant que l'on en fasse des copeaux. Vous m'avez alerté, François Vernier, sur ce document. Il faut rappeler que c'est un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui est un plan de communication de la filière bois, pour faire court, élaboré par le ministère de l'Agriculture actuel et qui a vocation et qui nous explique comment faire passer auprès de l'opinion publique précisément ces massacres d'arbres. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Tout à fait, c'est pour faire accepter au public que l'on massacre des arbres, qu'on massacre des chemins en forêt. On voit des ornières actuellement qui font près de 1 mètre de profondeur. Et donc, là, c'est inacceptable. Merci François Vernier.
Merci, à bientôt. Je rappelle que vous êtes le président de Florène, l'association des botanistes lorrains. Pour en savoir plus, participez à vos nombreuses sorties nature pour découvrir les plantes sauvages de Lorraine et s'initier à la botanique. Rendez-vous sur www.florène.net. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le lion est mort ce soir, composé par le zoulou sud-africain Solomo Linda en 1939, sous le titre originel Mboubé, devenu The Lion Sleeps Tonight, le lion dort ce soir. On se demande pourquoi il est mort dans la version française, ici celle du groupe Pow-Wow, sortie en single en 1992. Le vol du bourdon, écrit en 1899-1900 par Nikolaï Rimsky-Korsakov pour son opéra Le Conte du Tsar Saltan ou Saltan, interprété ici par le Hongrois György Cifera, devenu Georges Cifra par sa naturalisation française en 1968. Et enfin, Green Sleeves, que la légende attribue au roi Henri VIII, première moitié du XVIe siècle, en l'honneur d'Anne Boleyn, qui serait ainsi la fameuse dame aux manches vertes, interprétée ici par le catalan Jordi Savall et Rolf Liesveland. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.